Merci d'être fidèle au programme, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ETV le 1945. Dans l'actualité de ce mardi, un plaidoyer. Le syndicat patronal de l'industrie touristique et hôtelière réclame la séparation du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Selon ses membres, le ministre Alioune a tendance à oublier le secteur touristique. Et dans cette édition, vous entendrez l'analyse du président de la Coalition pour la santé et l'action sociale sur la crise actuelle. Professeur Abdou Kane déplore une absence de sincérité depuis quelque temps. Sa solution, c'est la refonte du système sanitaire actuel. Vers le recensement général de la population en juin 2023, le comité de pilotage a tenu sa première réunion. Aujourd'hui, il a été l'occasion de définir les grands axes de l'opération de ce cinquième recensement de la population et de l'habitat du Sénégal. Et notre modèle de réussite ce soir, en vendeur de chaussures artistiques made in Sénégal, Cher est une pointure dans son domaine. Il utilise une variété de matières pour ses produits. Reportage à suivre en fin d'édition. Elle a eu donc la colère du syndicat patronal de l'industrie touristique et hôtelière remontée donc contre le ministre du Tourisme. Il s'interroge sur l'utilisation des 75 milliards de francs CFA que l'État a mis à la disposition du secteur du tourisme. Et de plus, ces acteurs soutiennent qu'il faut séparer le tourisme et les transports aériens. Racine Si, président du syndicat patronal de l'industrie touristique et hôtelière, est au micro de Céline Mbaye. On l'écoute. Le secteur du tourisme est inquiet. Le secteur du tourisme aujourd'hui est fortement préoccupé par le fait que les directives qui ont été données par le président de la République dans le sens de la mise à disposition d'un certain nombre de ressources pour le secteur, ces directives n'ont pas été respectées. On parle aujourd'hui de 75 milliards qui ont été mis à la disposition du tourisme, non. Vous avez écouté également ce que les professionnels ont dit. Nous avons aujourd'hui l'impression qu'il y a un ministre des Transports aériens, mais qu'il n'y a plus de ministre du Tourisme, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'expression, c'est notre sentiment à nous tous, n'est-ce pas, au niveau du secteur du tourisme. Ce n'est pas Racine Si qui parle, c'est les professionnels qui déplorent, n'est-ce pas, cette marginalisation du secteur du tourisme. Et donc nous espérons que les choses vont se rétablir. Et nous demandons d'ailleurs directement au ministre en charge du tourisme international de se ressaisir, n'est-ce pas, et de nous accorder, n'est-ce pas, la place que nous méritons. Parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, aussi bien au niveau du hôtelier que de la mise en œuvre du mémorandum que nous avions remis en son temps au chef de l'État, sur lequel il avait accepté tous les points, nous avons remarqué qu'il y a eu, n'est-ce pas, zéro mise en œuvre. Donc là aussi, ça pose quand même également un problème. Les négociations se poursuivent entre le ministère de la Santé et l'Alliance Andegesum, mais cette crise a tout de même porté un sacré coup dur au système de santé actuel. Ce système, justement, est remis en cause. Le président de la Coalition pour la santé et l'action sociale recommande une refonte. Le professeur Abdou Kane est interrogé par Alassane Samba Diop. Nous avons eu ce ressenti que cette crise est particulière. Il est vrai que ce ne sera pas la première fois qu'on relaie des drames dans nos structures de santé. Ce ne sera pas non plus la première fois que les populations expriment ces ressentis sur les nombreux dysfonctionnements de notre système sanitaire, ce qui pour nous est une réalité qui est reconnue par une frange importante de nos populations qui vit beaucoup de pénibles épisodes dans nos structures de soins. Mais nous avons l'impression que cette crise est particulière. Elle est particulière parce qu'elle cristallise les différentes entités dans une dynamique qui, hélas, pourrait ne pas être celle qui doit appeler à la sérénité qui s'y est. Les pouvoirs publics, dans un premier temps, ont eu des sorties qui peuvent être par endroits malencontreuses, puisque, ayant très rapidement jugé alors que le droit n'a pas encore été dit, bien entendu, ceci a entraîné une crispation au sein des professionnels de santé qui ont eu cette impression qu'on les jetait en pâture. Et on voit aujourd'hui qu'ils sont aujourd'hui sur le garde
Et je pense qu'il faut d'abord permettre à la justice de dire le droit en toute sérénité. Et bien sûr, et ce qui pour moi d'ailleurs est le plus important, on sent la souffrance d'une famille, et surtout la souffrance des nombreuses familles. Et ces grèves à répétition dans le système sanitaire ne laissent pas indifférents les Sénégalais. À Kaolack, par exemple, beaucoup préconisent un respect mutuel, le juste milieu, pour ainsi dire, dans les relations entre le patient et le soignant. Le reportage est signé à Damassa Rastombaye. La grève notée dans le secteur de la santé continue de paralyser les structures sanitaires, une situation qui ne laisse pas indifférents les populations de Kaolack. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec la grève des syndicats du secteur de la santé. Je considère que le secteur de la santé est tellement sensible, raison pour laquelle je les suggère de changer de méthode de combat, car la grève n'est pas la solution. Sinon, c'est nous, les populations, qui n'ont pas les moyens d'aller dans des structures privées qui vont payer les pots cassés. Cependant, cette situation doit interpeller tout le monde, en commençant par le chef de l'État Macky Sall et les chefs religieux. Pour Pape Moussa Diop, l'État doit ouvrir des négociations avec les acteurs de la santé pour apaiser la situation. J'appelle les autorités étatiques à entamer le plus rapidement possible des négociations avec les syndicats de la santé pour satisfaire leurs doléances. Nous savons tous que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de difficultés et les médecins font ce qu'ils peuvent pour prendre en charge les malades. Donc il faut savoir raison garder et ne pas jeter en pâture nos vaillants médecins. À Kaolack, les populations prient pour la fin de cette grève qui n'a que trop duré. Et l'on s'intéresse maintenant à une problématique journalisme et engagement politique. Le CORED pose le débat lors de la 5e édition du cas d'école. Tout journaliste est libre de s'engager en politique, mais il a l'obligation dans ce cas de quitter les rédactions pour éviter les conflits d'intérêts. Le Conseil pour l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie dit avoir pris les dispositions pour faire respecter la réglementation dans l'acquisition des nouvelles cartes de presse. Madouci. Les journalistes qui investissent le champ politique poussent le CORED à réfléchir sur la compatibilité du métier avec la politique. Le CORED se veut catégorique. Le conflit d'intérêts est déjà existant. Il faut assumer le choix de faire de la politique et quitter la profession. On ne dit pas que les journalistes ne doivent pas se lancer en politique. Loin de là. Ils peuvent bien se lancer en politique, mais quand vous faites ce choix-là, il faut assumer ce choix-là et donc regarder devant. Mais on ne peut pas à la fois être journaliste et acteur politique, parce qu'il y a un conflit d'intérêts manifeste et ça, c'est pas acceptable. Nos codes déontologiques nous l'interdisent. Mais pour Abdoulatif Coulibaly, il incombe à tout journaliste d'avoir sa vision et de trancher sur la question. Impossible pour lui de cumuler les deux. Il y a l'encartement dans un parti politique. Il y a dans cet encartement 3 types d'engagés. Il y a les adhérents, il y a également les sympathisants, il y a les militants. Je ne pense pas que le journaliste puisse être dans l'une ou l'autre catégorie et aller faire du journalisme. J'ai considéré que je ne pouvais plus être dans une salle de rédaction et faire du travail de journaliste. Pour éviter que les journalistes engagés en politique continuent à exercer le métier, le CORED a déjà pris les devants. On l'a dit et redit, tous ces gens qui sont encartés politiquement, qui ne comptent pas sur le CORED pour leur délivrer le quitus et ils ne pourront pas avoir la carte nationale de presse. Donc pour nous, la question est très claire. Comme ils ne veulent pas s'assumer, nous prenons nos responsabilités au CORED de les écarter.
L'engagement du journaliste dans la politique a été au cœur des débats du cas d'école organisé par le CORED. Les acteurs qui ont pris part à la rencontre pensent qu'il faudrait davantage insister sur ces initiatives et mieux réfléchir sur l'assainissement du secteur. L'autre titre de ce mardi sur le 5e recensement général de la population du Sénégal, prévu donc en juin 2023. Le comité de pilotage a tenu aujourd'hui sa toute première réunion pour définir les grandes orientations de ces opérations et nous sommes tous interpellés pour un bon déroulement de ce recensement. Abdourahmane nous en dit plus. Le Sénégal se projette vers un prochain recensement général de sa population. Après le dernier en 2013, ce pays membre de l'Organisation des Nations Unies a bien l'intention de respecter cette recommandation de l'organisation. Les données fiables qui devront en découler vont être d'une grande utilité aux gouvernants. Le recensement permet de disposer de données exhaustives, fiables et détaillées sur la population, sur les ménages et sur l'habitat, données nécessaires à la bonne formulation des politiques, des programmes de développement économique et social du pays. Mais avant 2023, en juin 2022, un recensement pilote sera lancé. Un préambule également à l'ordre du jour de la première réunion du comité de pilotage du 5e recensement général de la population et de l'habitat qui se donne pour objectif de définir les grandes orientations de cette mission. Avec l'ensemble des secrétaires généraux des ministères concernés, pour pouvoir présenter l'état d'avancement du recensement, notamment de la cartographie, l'ensemble des besoins, l'ensemble du matériel, des ressources humaines, mais également de la logistique dont nous avons besoin pour pouvoir mener à bien cette opération-là, mais également recueillir l'avis et également les orientations du comité de pilotage afin d'affiner l'ensemble de ces activités pour mener à bien ces opérations. Pour y parvenir, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie mise sur le tout numérique. 2500 tablettes seront mises à la disposition des agents enquêteurs. Nous allons embarquer des applications au niveau de ces tablettes-là pour pouvoir mener à bien ces opérations. Au-delà de ça, 1000 ordinateurs également seront mobilisés pour le compte des contrôleurs et superviseurs pour véritablement faciliter le travail de terrain. L'autre fait majeur également, c'est que le recrutement sera local. Donc c'est au niveau des entités comme les communes où se dérouleront les activités, où le personnel à recruter sera autour de 32 500 agents recenseurs qui se chargeront également d'aller de maison en maison pour pouvoir collecter l'information statistique. Ce qui n'est pas de tout repos. Des difficultés ont ainsi été soulevées au cours de cette séance. Parmi celles-ci, l'accès à certains lieux dont les structures sanitaires, établissements scolaires ou universitaires. Ce qui pousse le président du comité de pilotage, par ailleurs ministre de l'économie, du plan et de la coopération, à faire un appel pour une collaboration étroite de tous pour une réussite des opérations. Et la première session ordinaire du comité parlementaire de l'UEMOA s'est ouverte aujourd'hui à Dakar. Tous les pays membres ont été représentés, excepté le Mali. Et cette première journée de travail est essentiellement axée sur le processus d'intégration dans l'espace monétaire Amadou Barry et Moussa Fall. Cette première session extraordinaire de l'année, présidée par le président du comité interparlementaire de l'UEMOA, est qualifiée de très importante par les délégations venues de 7 pays de l'espace monétaire. Président l'ouverture de la rencontre au nom de Moussa Fagnas, Cheikh Tidiane Gadio, de déclarer que l'intégration est aujourd'hui une nécessité face à l'étroitesse de marché, mais également une garantie de paix et de sécurité. Nous devons donc nous impliquer davantage dans le processus d'intégration de nos États par des propositions de loi qui fassent évoluer vers l'union des peuples et une véritable croissance économique au profit de ceux-ci. Outre les débats sur le thème choisi, l'investiture du nouveau président du comité interparlementaire est également à l'ordre du jour. Celui-ci a dit espérer mieux occuper les parlementaires à l'issue du conclave pour cerner les enjeux d'intégration régionale. Il s'agit à travers les représentations et les débats, les présentations, et les débats d'aider les députés à mieux appréhender les problématiques liées à ces différentes questions et ensemble formuler les recommandations à l'endroit de la commission de l'UEMOA, des États membres
et des autres acteurs concernés. Dans un contexte de sanctions de l'espace monétaire contre le Mali, un pays membre de l'UEMOA, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a fait part de sa peine avant d'appeler les acteurs à trouver un compromis au plus vite possible afin de lever les restrictions. Il nous faut rapidement, effectivement, intensifier les discussions pour trouver une sortie de crise. Parce que ces sanctions qui frappent le Mali nous font mal et font mal au Mali et nous bouleversent tous. Nous savons que le Mali est dans une situation extrêmement difficile avec la guerre contre le terrorisme et tous les problèmes que rencontre ce grand pays africain. Ce que nous souhaitons, c'est qu'une solution soit trouvée rapidement, dans le respect bien entendu de nos institutions et de nos textes, mais aussi en tenant compte des difficultés et des souffrances du peuple malien. Bonne nouvelle à présent pour les femmes de Saint-Louis. Il existe désormais un projet spécialement consacré à la production domestique, c'est-à-dire un projet élaboré pour alléger les travaux domestiques. Et il a été lancé par des organisations de femmes. Les détails tout de suite avec Momar Alessian et Mokhtar Seck. Reconnaître, réduire et redistribuer le travail domestique non rémunéré des femmes, telle est l'ambition du programme 3R, mis en œuvre dans la région de Saint-Louis par ONU Femmes en partenariat avec l'Agence régionale de développement et le réseau des femmes agricultrices du Nord, REFAN. Ce programme, financé par Affaires mondiales Canada, se déroule dans 3 pays. C'est un projet assez innovant, en tout cas dans lequel le Sénégal fait partie des 3 pays pilotes pour sa mise en œuvre. Nous sommes bénéficiaires avec l'Afrique du Sud et le Rwanda. Donc c'est un grand défi pour nous au niveau du Sénégal de pouvoir donner de bons résultats. Et nous avons, nous autres, en tant qu'acteurs territoriaux de la région de Saint-Louis, nous avons l'opportunité et le privilège d'engager ce défi-là avec les femmes. Le programme 3R entend supprimer ainsi les obstacles structurels à la participation pleine et égale de la femme au développement économique. C'est un projet qui veut reconnaître le travail domestique des femmes, qui veut redistribuer aussi ce travail et aussi qui veut le reconstruire. Donc c'est pourquoi on parle de 3R. Et sur ce projet-là, c'est d'aller vers l'allègement des travaux des femmes pour leur permettre d'être plus opérationnelles sur le plan économique, d'améliorer certains équipements au niveau des communes et aussi d'améliorer la qualité de leur production et le renforcement de capacité. Un programme qui a été lancé dans la capitale du Nord en présence des autorités administratives qui, à l'occasion, ont montré toute leur disponibilité à l'accompagner. Nous sommes à moins d'une semaine de la Korité, une fête fortement marquée par la consommation de poulet. Il est fortement prisé et le marché n'est pas encore bien approvisionné, du moins selon les acheteurs. Les prix sont toujours aussi chers, de même que ceux de certaines denrées. Sénobou Babou et Céline Mbaye ont fait le marché pour nous. Reportage. Vendeurs et acheteurs se confondent dans une ambiance bon enfant. Impossible de se frayer un chemin, des paniers bien garnis à perte de vue, les gens font leurs courses tranquillement. Nous sommes au marché Tilène. Le caquettement des coqs nous accueille à quelques jours de la fête de Korité. Les poulets ainsi que les clients se font rares, d'après ce vendeur. Assis confortablement sur sa chaise en compagnie d'autres vendeurs, leurs produits étalés par terre, ils guettent l'arrivée des clients. Nous avons juste quelques poulets, mais même avec ça, les clients ne viennent pas. Les prix varient entre 3 000, 3 500 et 4 000. Ça dépend juste de la poche de la personne. Calebasse bien remplie, Sorna vient de terminer ses courses. Elle est à fond dans les préparatifs de la fête. Au-delà de la rareté des poulets, elle se plaint des prix, mais également du poids. J'ai déjà commencé à faire mes courses, mais les prix sur le marché sont très élevés. Il y a aussi les poulets qui se font rares et chers. Les prix varient entre 3 500 et 5 000, mais le poids n'est pas élevé. Elle est justement trouvée en train de se plaindre des prix élevés des denrées. Khadinjaï abonde dans le même sens. Je suis déjà dans les préparatifs, mais tout est cher. Les poulets qu'on nous vendait à 2 500 nous reviennent maintenant à 3 000, voire 3 500.
Consommateurs et vendeurs ont le même langage. Les produits sont introuvables et les prix flambent. La journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental a été célébrée hier lundi 25 avril et c'est un bon prétexte pour évaluer les liens familiaux. Beaucoup se désolent de la dislocation des familles, polygamie, vie conjugale compliquée, pauvreté, autant de raisons évoquées dans ce reportage d'Ami Diouf. La désunion et la dislocation des liens familiaux devenue récurrente. Une réalité au Sénégal. Un sujet qui tient à cœur Ibrahima Fall, entouré de ses amis. Il évoque les problèmes liés au mariage. Nous le constatons dans la vie conjugale. Des fois, vous pouvez avoir un conjoint qui ne s'entend pas avec vos parents. Ils réussissent tout le temps à vous mettre en mal avec eux jusqu'à vous séparer. Autre aspect qui mérite d'être souligné selon notre interlocuteur, les conséquences du divorce sur les enfants qui sont obligés de vivre loin d'une partie de leur famille. Le cas où divorce parfois souvent quand il y a divorce, chacun veut garder l'enfant de son côté. Si l'un d'entre eux est un rancunier, il peut abandonner l'enfant. Si beaucoup de familles sont disloquées, c'est en grande partie à cause de la polygamie et la pauvreté. On a deux femmes, on a 4 enfants, 5, 6. Bon, la tension commence à monter. Les enfants n'ont pas quoi manger. Les deux femmes ne s'entendent pas, les enfants ne s'entendent pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours une divergence. Il s'est marié aujourd'hui, 1 an, 2 ans. Ils divorcent. La femme se retrouve dehors. Les enfants sont désorientés. Ils ne savent pas s'ils vont être avec le père ou bien s'ils vont être avec la maman. Entouré de sa petite famille, Fatou Sall estime que les parents doivent épargner les enfants. Pour elle, la consolidation des liens familiaux est fondamentale. Quelle que soit la situation, il faut épargner les enfants parce que quand il est plus proche de l'un d'entre eux, il y aura forcément une séparation avec l'autre. À l'occasion de la journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental, nos interlocuteurs interpellent les parents sur la nécessité de renforcer les liens dans leur famille. Merci beaucoup Ami Diouf pour ce reportage. Une note de sport. À présent, l'équipe nationale des malentendants participe à la Coupe du Monde prévue du 30 avril au 15 mai prochain au Brésil. L'objectif des champions d'Afrique en titre est de remporter le trophée mondial. Le Sékou Seydi et Serine Saludem sont allés à leur rencontre à l'arène nationale. Leur camp de préparation, reportage. C'est dans le parking de l'arène nationale que la sélection des malentendants du Sénégal a effectué sa dernière séance d'entraînement en partance pour le Brésil. Dans la peau d'un champion d'Afrique en titre, le groupe du coach Abdul Aziz Dien est dans l'état d'esprit d'un futur champion du monde, en témoigne son capitaine. Donc on est tous des amis. Il y a une certaine solidarité et nous avons appris ensemble. Nous avons fait des tournois ensemble. Il y a une certaine fraternité au sein de l'équipe et on est vraiment fort. Oui. Et nous en sommes très très fiers. Maintenant que nous allons au Brésil pour jouer pour la Coupe du Monde, c'est vrai, c'est la première fois. Nous allons continuer et nous allons nous battre pour prendre encore cette coupe. C'est ce que nous voulons. Moins euphorique, le sélectionneur national prend très au sérieux ses adversaires. Abdul Aziz Dien est certes confiant, mais son objectif premier est de sortir des phases de groupe. Comme nous allons dans un terrain inconnu, c'est vrai que c'est une première fois que nous participons vraiment pour une Coupe d'Afrique. Maintenant, on est actuellement, on doit aussi donc participer donc à une autre compétition, donc très relevée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est vraiment très bien préparé. Même en tout cas, mon objectif d'abord, c'était d'abord dans un premier temps donc de sortir dans les phases de poule.
Et Inch'Allah, je pense qu'on va y arriver. Les conditions sont également réunies pour permettre à l'équipe d'atteindre ses objectifs, selon son président. Au démarrage de la préparation, ce n'était pas facile, ils ont eu des problèmes. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, que la préparation continuait, malgré tout, eux, ils ont tenu à se préparer, malgré les difficultés qu'ils ont connues. Cependant, c'est au cours de leur préparation que le ministère est intervenu aussi pour appuyer. Et jusqu'à présent, c'est le ministère qui nous appuie jusqu'à ce moment-là. Et même pour le départ, le ministère est là pour nous soutenir. L'équipe nationale du Sénégal des malentendants quitte Dakar ce soir. Les champions d'Afrique sont logés dans la poule D en compagnie de la Pologne, de la Grèce, du Mexique et de l'Ouzbékistan. Ils entrent en lice le 2 mai contre la Pologne. Notre modèle de réussite de ce soir travaille essentiellement avec du wax et du bogolan, deux variétés de tissus très connues dans notre pays. Shermbak et Thiam confectionnent des chaussures et c'est une pointure dans ce domaine. Vous allez tout de suite le voir dans ce numéro signé à Essetoukan et Moussa Fall. Voir la finition de ces chaussures exposées derrière cette vitrine, l'on se croirait devant des baskets faites par Adidas, Nike ou d'autres grandes marques. Ces sneakers, ornés de wax, bogolan ou encore de pagne tissé, sont pourtant la marque déposée de Cher Dalde. À l'aide uniquement de ses mains, Cher fait naître de l'ordinaire ses chefs-d'œuvre. C'est dans cet espace de travail étroit que se créent, se confectionnent et se façonnent des merveilles. Des chaussures faites avec seulement du simili-cuir, un tissu, des cartons, des éponges, le reste est issu de l'imagination de l'artiste. Dans le processus, rien n'est fait au hasard, du dessin à la couture. Un travail en chaîne fait avec minutie. Mais s'il a pu acquérir tout ce savoir-faire, c'est grâce à son oncle, mais surtout à son frère, qu'il a initié dans le métier dès le bas âge. Avec le peu d'argent que j'arrivais à gagner, je me suis dit, au lieu d'acheter des chaussures, je vais les faire moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé ce business, avec l'encouragement d'un ami qui était le premier à acheter mes baskets. L'originalité de ces chaussures lui ont même valu un succès au niveau international. Chacun a ses convictions, mais je me suis toujours dit que je vais voyager avec l'argent gagné à la sueur de mon front. Je n'ai jamais mis de l'argent pour voyager clandestinement. Récemment, j'ai pu voyager pour participer à la grande exposition de Dubaï. Même s'il est toujours dans l'informel, Cher est un employeur qui gère une dizaine de personnes qui sont sous sa tutelle. J'ai embauché 13 personnes. J'ai un manager, des conseillers, certains gèrent le marketing digital et d'autres travaillent avec moi dans l'atelier. Il y en a même d'autres qui apprennent le métier. Son parcours atypique le pousse à toujours vouloir faire mieux. Cher reste convaincu que travailler dur est la seule manière d'avoir ce qu'il veut dans ce monde. Aucune voie n'est difficile à prendre. Il m'arrivait de ne pas avoir de matériel. Même une colle de 500 francs, c'était compliqué de l'acheter. Mais je suis resté optimiste. Les jeunes ne doivent pas être pressés. S'il ne s'agit que de travailler, je sais que je pourrai réussir.
Le but ultime de ce jeune de la banlieue, créer sa propre marque, la faire connaître partout dans le monde et concurrencer un jour les géants allemands ou américains, Adidas et Nike. On se quitte sur ces images. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV et à demain pour un autre 19h45. Bonsoir à tous.